Bonjour entrepreneurs. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je me suis lancé en consultation spécialisée en planification stratégique. Mais ce que la plupart d'entre vous ignorent, c'est qu'à l'origine, il y a 20 ans, j'ai longuement hésité entre planification stratégique et système de coût de revient. Je sentais à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, que chez beaucoup d'entreprises, les deux, planification stratégique et système de coût de revient, c'était quelque chose de problématique et j'avais certaines connaissances, compétences dans les deux. Ça aurait pu être tout autant l'un que l'autre, mais bon, vous le savez, j'ai finalement opté pour la planification stratégique. Mais je me suis dit que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de retoucher un système de coût de revient via les petites infolettes, les petites capsules vidéo que j'ai l'habitude de vous envoyer. Alors, quand j'arrive chez un nouveau client, une nouvelle entreprise, et que je lui demande s'il y a un système de coût de revient, la grande majorité des gens me disent « oui, bien sûr », mais on confond coût standard et coût de revient. Coût standard, c'est l'étape 1 d'un système de coût de revient, c'est-à-dire évaluer ce que coûte théoriquement chacun des produits ou des services fabriqués. Alors, ça prend combien de temps machine, combien de matériaux, etc. Et ça, on appelle ça le coût standard. Alors, voici ce que devrait coûter ce produit ou ce service-là. Système de coût de revient, bien, on va plus loin. On met en place un système de contrôle continu pour regarder si la réalité correspond à la théorie, et la plupart du temps, c'est pas le cas, et on doit constamment faire des ajustements, soit dans nos estimations qu'on fait pour la clientèle, ou soit dans nos façons de faire en production pour être un peu plus productif. J'aimerais ça pour peut-être vous donner un peu le goût d'aller un peu plus loin dans le coût de revient. Là, je vais vous raconter deux anecdotes. Mais juste avant, je vous mets à l'écran des résultats financiers très simplifiés d'une entreprise qui fait 1 million de dollars de ventes annuellement avec un bénéfice net avant impôt, là, si vous regardez en bas, de 75 000 $ ou 7,5 %. Et la partie du haut, c'est ce qu'on appelle les frais variables, matériaux, main-d'œuvre directe, les gens qui fabriquent le produit, des sous-traitants pour des composantes qu'on va utiliser dans le produit quand il y en a. Le transport, pas tout le temps, mais si les frais de transport sont quelque chose, des frais très importants et qui varient en fonction des différents produits que vous expédiez, bien là, il faut les considérer. Mais chez la plupart de mes clients, le transport, ça va plus bas dans les autres frais reliés à la fabrication, production de produits ou de services. Alors ici, on a 525 000 $ de frais variables, 52,5 %, ce qui nous donne une contribution marginale de 47,5 %. Ensuite de ça, on a un autre 200 000 $ de coûts reliés directement à la production, main-d'œuvre indirecte, contremaître, directeur d'atelier, etc., fourniture d'atelier, des gants, de l'huile, des guenilles, des patentes de même, le loyer directement de l'usine, de la partie production, les amortissements pour les équipements qui servent à la production, et ainsi de suite. Et ça nous donne un brut de 27,5 %. Et chez tout bon comptable, les CMA, entre autres, les anciens CMA, qu'on appelle aujourd'hui, c'est toutes des CPA, là, mais les CMA se spécialisaient dans le contrôle des coûts de fabrication, ben on leur apprend à mettre en place un système de coûts de revient qui va tout ramasser ces coûts-là jusqu'au bénéfice brut dans un système de coûts de revient. Le problème, c'est qu'il faut imputer des frais semi-fixes ou semi-variables et des frais fixes aux différents produits que l'on produit. Alors ici, on fait des revenus de 1 million, OK, le réel, mais si au départ, on avait prévu qu'on ferait 1,3 million de dollars de vente, puis qu'on a imputé des frais fixes sur un volume de 1,3, puis qu'on fait juste 1, bien là, ça ne marche plus, là, ça devient bien compliqué, et souvent, les entrepreneurs abandonnent en disant « c'est bien trop compliqué, puis ça donne rien, puis ça ne marche jamais, ces affaires-là ». Moi, ce que je vous dis, là, c'est que vous devez contrôler via un système de coût de revient vos coûts variables, c'est-à-dire les matériaux utilisés pour fabriquer le produit, la main-d'œuvre directe utilisée pour fabriquer le produit ou le service, les sous-traitants de production qui en tiennent là, puis le transport, la plupart du temps, on n'en tient même pas compte.
Alors voilà, j'aimerais vous donner deux anecdotes, vous partager en fait deux anecdotes que j'ai rencontrées. La première remonte à il y a bien longtemps, peut-être une quinzaine d'années. C'est un fabricant de métal en feuille spécialisé dans le stainless steel. Il ne fabrique que des pièces à partir de stainless steel. Et là, quand j'arrive chez le client, je lui pose des questions sur son système de coût de revient. Il me dit qu'il y en a un, mais encore une fois, c'est un coût standard. Alors lui, quand il fait une soumission à un client pour fabriquer des pièces, entre autres choses, il va évaluer, selon le niveau de difficulté de fabrication, un pourcentage de rebut. Hein? Pour avoir 100 bonnes pièces, est-ce que je vais devoir en fabriquer 102, 105 ou 110, compte tenu de la complexité? Et ça, c'est théorique, c'est jamais validé. Alors moi, je lui dis, hey, tu devrais essayer quelque chose, juste pour le fun, là. Mets tous tes bacs de rebut, vide-les tous, commence à fabriquer un lundi matin, fabrique pendant 2 semaines, puis regarde à la fin de ton 2 semaines tes rebuts réels, puis compare-les aux rebuts théoriques que tu aurais dû avoir en fonction de ce que tu as fabriqué puis des soumissions que tu as faites. Alors, au début de la 3e semaine, il m'appelle, paniqué, la voix qui tremble. Il dit, Richard, ce que j'ai fabriqué, selon mes soumissions, j'avais 2,1% de rebut. Puis dans le bac, là, j'ai compté un peu plus que 9%. Puis il y a un écart de 7%. Le stainless steel représente à peu près 60% du prix de vente en moyenne. Alors, un écart de 7% sur 60%, là, ça fait à peu près 4% dans le bottom line. Puis c'est une entreprise qui fonctionne avec à peu près ça, 4-5% de marge. Alors, vous imaginez l'ampleur de la découverte. Puis là, on ne parle que du rebut. Là. On n'a même pas regardé les heures de production et tout ça. On ne parle que du rebut. Alors, évidemment, et là, le monsieur paniqué, je dis, écoute, la seule différence entre aujourd'hui et il y a 3 semaines, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais. Alors, comme tu le sais, ben, je ne suis pas inquiet, tranquillement, on va commencer à mettre des systèmes en place pour essayer de mieux contrôler et minimiser les rebuts. Deuxième anecdote, main-d'œuvre directe. J'ai un client, encore une fois, lui aussi, c'est un sous-traitant, il fabrique des pièces, mais en bois cette fois-ci, avec des robots. Très, très technologiques. Et là, lui, c'est la même chose. Il fait, à chaque fois qu'une job arrive, ben, il faut qu'il fasse une soumission. Puis là, il faut qu'il évalue le temps des équipements, des robots, le temps homme et les matériaux utilisés. Alors, il fait le coût standard pour fabriquer les pièces en question. Il la lance en production, puis il ne vérifie pas vraiment. Alors, à un moment donné, on discute, puis là, il dit, ben écoute, c'est vrai, il dit, on a un problème, parce qu'il dit, moi, j'ai des codes à barre, il utilise code à barre, très techno. Alors, quand il lance la job en production, ça arrive au robot, ben, le gars, il zappe in sa job, puis quand il l'a terminé, il zappe out. Alors, ce temps-là est répertorié dans le système. Mais il dit, le problème, il dit, quand je regarde les heures loguées, puis les heures réelles, ça ne correspond pas pantoute, c'est à peu près 55%. Fait qu'il dit, d'après moi, les gars, ils oublient de se loguer. Parfait. Alors, à un moment donné, il décide de lui-même, moi, je ne dis rien, qu'il se laisse un trimestre, 3 mois, 13 semaines, puis il dit, dans 13 semaines, la semaine 14, je vais vous payer à partir des heures loguées dans le système. Alors, si vous oubliez de vous loguer, ben moi, je vais oublier de vous payer. Mais il dit, par contre, on a 13 semaines pour corriger le tir. Fait qu'il dit, moi, je vais m'asseoir chaque semaine avec vous, je vais regarder votre log versus vos heures réelles, puis là, on va essayer de comprendre. Alors, pendant 13 semaines, les gars disent, ben moi, il n'y a pas de code à barre pour quand je vais faire pipi, il n'y a pas de code à barre quand je pars en formation, il n'y a pas de code à barre quand je fais le ménage, il n'y a pas de code à barre quand je vais décharger le camion. Alors, il se crée plein de codes à barre. Et finalement, il arrive à la fin de la période de 13 semaines. Et lui, au départ, il calculait son coût standard. Il ajoutait 15% en disant, ben, tu sais, les gars, des fois, ils arrêtent, ils jasent un peu, ou ils vont faire pipi, puis etc. Là, il se rend compte que c'est pas 15% qu'il faut qu'il ajoute, c'est 60%. Alors là, il se met à regarder les logs.
puis il s'aperçoit qu'il y a un pourcentage important pour aller décharger des camions ou le stock qui rentre. Les gens, il n'y a pas personne dans l'entrepôt. Alors, le gars arrête la machine, puis il n'a pas le choix, il faut qu'il aille. Il dit, oh, et si j'embauchais quelqu'un qui s'occupait de ça, tu sais. Et là, c'est pas du tout les mêmes taux horaires, parce que ça, c'est des opérateurs de robots qui gagnent beaucoup plus cher, tout ça. Alors, vous comprenez là, que quand vous vous mettez à comparer le réel avec la théorie, le coût standard, vous découvrez plein d'affaires. Puis si vous êtes le moindrement sérieux, ben vous allez plonger là-dedans, puis vous allez trouver plein d'éléments à corriger, soit dans vos opérations, d'une part, ou encore, vous allez dire, boy, moi je soumissionne de même, mais j'ai oublié toutes ces affaires-là qu'il va falloir que je mette dans ma facture, puis qu'il va falloir que je refile au client. Alors, avoir un bon système de coût de revient, c'est avoir un bon système pour maximiser la rentabilité de son entreprise. Ceci étant dit, vous voyez à l'écran mon téléphone cellulaire et mon adresse courriel. Moi, j'ai plein de trucs à vous transmettre sur comment on fait concrètement dans une PME de façon simple pour mieux contrôler la main-d'œuvre directe ou pour mieux contrôler l'utilisation des matières premières. Je suis tout à fait disposé à faire des capsules là-dessus. Encore faut-il qu'il y ait de l'intérêt de votre part. Alors, si personne m'envoie soit un texto ou un petit courriel pour me dire « Richard, moi ça m'intéresse », ben, je vais me trouver un autre sujet pour la prochaine infolette. Sinon, s'il y a suffisamment d'intérêt, ben, je vais explorer ça pour vous. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine.